Dans ce cours, nous allons nous intéresser aux deux effets thermiques possibles d'une transformation qui peut soit libérer de l'énergie, soit en nécessiter pour qu'elle se réalise. Intéressons-nous tout d'abord aux transformations chimiques, comme celle qui se déroule à l'intérieur de cette canette de boisson autochauffante. Quand on presse le fond, on met en contact de l'oxyde de calcium CaO et de l'eau qui réagissent selon l'équation chimique suivante, et l'énergie libérée par cette transformation réchauffe alors la boisson. Une telle transformation est dite exothermique, qui signifie qu'il libère de l'énergie. Notons que les indices dans l'équation indiquent les états physiques, S pour solide et L pour liquide. Voyons maintenant cette deuxième transformation où l'on fait réagir à de l'acide chlorhydrique à la température initiale de 20 degrés Celsius de l'hydrogénocarbonate de sodium en poudre selon l'équation chimique suivante. La baisse de température qu'on observe traduit que la transformation a nécessité de l'énergie qui a été prélevée à l'eau qui s'est alors refroidie. On dit d'une telle transformation qu'elle est endothermique, c'est-à-dire qui nécessite de l'énergie. On s'intéresse dans toute la suite aux transformations physiques en commençant par la dissolution d'un soluté dans l'eau en prenant ici trois exemples de solutés ioniques. Tout d'abord de l'hydroxyde de sodium dont la dissolution s'accompagne d'une élévation de température. Cette dissolution est donc exothermique, ce que traduit le sens de la flèche orange dans l'équation de dissolution. L'indice AC pour aqueux indique que les ions Na+ et HO- sont maintenant dissous dans l'eau. Si on dissout cette fois du nitrate d'ammonium dans l'eau, on observe une baisse de température. Cette dissolution est donc endothermique, ce que traduit maintenant le sens de la flèche orange dans l'équation de dissolution. Les dissolutions endothermiques trouvent leur application dans les poches de froid. Ainsi, lorsqu'on perce le réservoir de soluté dans le coin de la poche, la mise en contact avec l'eau provoque le refroidissement de la poche. Et enfin, un dernier exemple de soluté, le chlorure de sodium, dont la dissolution dans l'eau ne s'accompagne d'aucune variation de température. La dissolution du chlorure de sodium dans l'eau est donc athermique. Une autre transformation physique que nous allons étudier ici, le changement d'état physique, c'est-à-dire lors du passage entre les états solides, liquides et gaz. Et pour comprendre les effets thermiques lors de ces changements, il faut auparavant rappeler la description microscopique de ces états physiques. Et comme on le voit, l'état solide se caractérise par des entités très rapprochées et qui présentent donc entre elles une forte cohésion, un peu à la manière d'une chaîne humaine dont les membres se tiennent fermement les mains. Le passage de l'état solide à liquide puis à gaz observé macroscopiquement se traduit donc à l'échelle microscopique par une cohésion moins forte entre les entités. Pour réduire, voire rompre cette cohésion entre les entités, il sera donc nécessaire de fournir de l'énergie et ce processus sera donc endothermique. La fusion et la vaporisation sont donc tous les deux des processus endothermiques. Mais inversement, le retour à un état de plus forte cohésion doit lui s'accompagner d'une libération d'énergie, c'est alors un processus exothermique. La liquéfaction et la solidification sont donc tous les deux des processus exothermiques. Une application courante de l'effet thermique d'un changement d'état physique est la bombe cryogène, dont les composants, qui ont des températures d'ébullition très basses, sont néanmoins maintenus à l'état liquide dans la bombe car sous très forte pression. Mais dès leur libération à température ambiante, ils se vaporisent. Or, la vaporisation étant un processus endothermique, elle prélève l'énergie nécessaire dans l'environnement et dans le cas où on projette le mélange sur la jambe d'un joueur blessé, c'est à la jambe qu'est prise cette énergie qui ressent alors un froid intense. Une dernière application, encore plus courante cette fois, le réfrigérateur, dont l'objectif est d'extraire la chaleur contenue dans les aliments vers l'extérieur. Remarquons d'abord que lorsqu'on met en contact un corps chaud et un corps froid, la chaleur se déplace naturellement du corps chaud vers le corps froid. Dans le réfrigérateur, les aliments constituent les corps chauds dont il faut extraire la chaleur. Et cette extraction est réalisée par un fluide frigorigène très froid, donc liquide, qui va circuler à l'intérieur du réfrigérateur. Il va alors se vaporiser grâce à l'énergie prélevée à l'air intérieur et donc aux aliments car le processus est endothermique.
Sous l'effet d'un compresseur qui joue le rôle de moteur en forçant le fluide frigorigène à circuler, la vapeur est comprimée, sa température augmente et la vapeur devenue très chaude en sortie se comporte cette fois comme un corps chaud, le corps froid étant maintenant l'air extérieur. La vapeur va alors se liquéfier en transférant l'énergie à l'air extérieur, car c'est un processus exothermique. Et c'est le circuit extérieur que l'on voit à l'arrière de l'appareil et qui est naturellement très chaud suite à ce transfert de chaleur. Et pour finir, le liquide va ensuite subir une baisse de sa pression dans un détendeur afin que sa température soit redevenue suffisamment basse pour réaliser efficacement un nouveau cycle. En résumé, ici, la circulation en bleu est celle du fluide dans les parois intérieures en train de s'évaporer grâce à la chaleur des aliments, et la circulation en rouge, celle du fluide à l'arrière du réfrigérateur en train de se liquéfier en cédant son énergie à l'air de la pièce qui se réchauffe au voisinage. Et donc au final, un transfert global d'énergie qui n'est pas naturel depuis la zone froide vers la zone chaude, mais forcé grâce au compresseur. Nous allons voir maintenant comment évaluer quantitativement la chaleur transférée, qu'on appellera dorénavant transfert thermique. Et voyons tout d'abord comment le calculer lors d'un changement d'état physique. Prenons l'exemple d'un glaçon de 20 grammes qui fond. Le processus étant endothermique, il y a donc un transfert thermique vers le glaçon qu'on note par la lettre Q majuscule. Et comme c'est une énergie, le transfert thermique s'exprime en joules. Afin de calculer le transfert thermique reçu par le glaçon, il faut utiliser une caractéristique d'un corps qu'on appelle l'énergie massique de changement d'état. C'est par définition l'énergie échangée par un gramme du corps quand il change d'état physique à température et pression constante. Pour l'eau par exemple, l'énergie massique de fusion vaut 330 joules par gramme. C'est-à-dire qu'un gramme de glaçon d'eau doit recevoir 330 joules d'énergie pour fondre. Et inversement, un gramme d'eau liquide libère 330 joules en se solidifiant. Même chose pour l'énergie massique de vaporisation pour le passage de liquide à gaz. Le transfert thermique reçu par 20 g de glaçon est donc obtenu en multipliant la masse du glaçon par l'énergie nécessaire pour faire fondre 1 g de glaçon, c'est-à-dire l'énergie massique de fusion, qui est en joules par gramme, et donc une masse à exprimer en grammes. Joules par gramme font bien des joules. On fait l'application numérique et on trouve un transfert de 6,610 puissance 3 joules, soit 6,6 kJ. Remarquons que le transfert thermique que céderait l'eau liquide si elle redonnait le glaçon serait égal à celle reçue par le glaçon, soit 6,6 kJ également. Pour finir, on formalise chacun de ces deux changements d'état physique par une équation qui est dans les deux cas H2O donne H2O, mais dont les indices permettent de distinguer les changements d'état réalisés. Mais il peut également y avoir transfert thermique sans qu'il y ait changement d'état physique, mais seulement lors d'une variation de température. Et on se limite ici au cas d'un liquide ou d'un solide. Prenons l'exemple d'eau liquide qu'on chauffe d'une température de 20 degrés Celsius à 30,5 degrés Celsius. L'eau a bien reçu un transfert thermique, mais pour l'évaluer, il faut faire intervenir une nouvelle caractéristique d'un corps qui est sa capacité thermique massique, et noter C indice M. C'est par définition l'énergie échangée par 1 gramme d'un corps quand sa température varie de 1 degré Celsius. Par exemple, pour l'eau liquide, elle vaut 4,18 joules par gramme par degré Celsius. C'est-à-dire que pour faire varier la température d'1 degré Celsius d'un gramme d'eau liquide, l'eau échange 4,18 joules. Or, ici, on n'a pas chauffé 1 gramme, mais 250 grammes d'eau liquide. Il faut donc multiplier 250 grammes par 4,18 joules, mais ceci pour une augmentation de 1 degré Celsius. Or, ici, l'augmentation est de 10,5 degrés Celsius. On multiplie donc par 10,5 degrés Celsius, soit un transfert thermique qui est de 11,0 kJ.
On généralise ce calcul par la formule Q égale la masse fois la capacité thermique massique fois l'écart de température. La capacité thermique massique en joules par gramme par degré Celsius, la masse donc en grammes et l'écart de température en degrés Celsius. Le transfert thermique est en joules. L'intérêt de la valeur absolue pour l'écart de température est d'avoir un transfert thermique toujours compté positivement. Et il suffira de préciser en indice si le transfert thermique est reçu ou cédé. Et si on laisse refroidir l'eau de 30,5 degrés Celsius à 20,0 degrés Celsius, l'eau liquide, cette fois, cède un transfert thermique qui est égal à celui reçu lors de son chauffage, c'est-à-dire 11,0 kJ. En résumé, il faut connaître les effets thermiques d'une transformation, être capable d'identifier à partir de la variation de température l'effet thermique d'une transformation chimique ou d'une dissolution d'un soluté, mais le changement d'état physique d'un corps pur se faisant à température constante, il faut être capable d'identifier les effets thermiques accompagnant les changements d'état physique, sachant qu'un changement d'état qui réduit la cohésion est endothermique, alors qu'un changement d'état qui augmente la cohésion est exothermique. Il faut aussi être capable d'évaluer les transferts thermiques associés à l'aide des énergies massiques de changement d'état, notées grand L. Et enfin, il faut savoir évaluer le transfert thermique d'un corps pur, dans le cas d'un solide ou d'un liquide, lors d'une simple variation de température à l'aide de la capacité thermique massique du corps pur.